Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce mercredi avec moi pour ce webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche toutes les organisations, quelle que soit leur taille, leur secteur ou leur budget. Je veux parler de l'image employeur. Si vous avez des soucis durant le webinaire au niveau technique, son, connexion, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. Et Marina, bienvenue à toi Marina, aujourd'hui qui nous accompagne et qui fait partie de l'équipe Webikeo, nous fera le plaisir de vous répondre et de résoudre les problèmes techniques. Et de mon côté, je vais essayer de répondre à toutes vos questions et tous vos enjeux au niveau de cette image employeur. Parce qu'attirer finalement les bons profils, ce n'est pas qu'une question de salaire, même si c'est important, on est d'accord. C'est aussi une question de perception globale. Et c'est surtout une question de perception globale de votre organisation. Les talents choisissent d'abord une organisation qui leur parle avant de choisir un poste. La question à se poser est donc, qu'est-ce que voient les talents avant même de vous rencontrer? Je me présente rapidement. Je suis Corinne Diemas, je suis consultante en engagement, fidélisation et productivité des collaborateurs. Je suis également et surtout la fondatrice de Plus Belle Bise, qui a le plaisir de fêter ses 3 ans, qui a eu le plaisir de fêter ses 3 ans il y a quelques jours, le 9 janvier exactement. Alors, Plus Belle Bise, qu'est-ce que c'est? C'est un cabinet de conseil stratégique en ressources humaines et également en RSE. En fait, la RSE, nous l'utilisons comme moyen. Nous ne faisons pas du conseil, de l'accompagnement pour devenir société à mission, par exemple. Alors, la mission de Plumen Biz, justement, c'est de permettre aux organisations d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs en créant un univers professionnel plus équitable, épanouissant pour tous. J'insiste vraiment sur le pour tous parce que l'entreprise, l'organisation, c'est un capital humain, c'est une mixité, une diversité de personnes qui vont créer cette richesse et finalement cette valeur de l'organisation. Évidemment, cet environnement d'organisation doit être respectueux de chacun, mais aussi de notre planète. Mon idée derrière tout ça, c'est vraiment de contribuer à repenser le monde du travail en faisant correspondre les besoins et les contraintes des dirigeants avec les attentes bien légitimes des collaborateurs. Nous nous adressons à des clients du type plutôt PME, mais nous avons également des clients dans le monde public, comme par exemple, je pense à l'ANA, des structures qui vont entre 15 à peu près 300 ETP, 300 employés, tout secteur d'activité confondu. Ça va des professions purement intellectuelles, je pense à une ESN, comme à des professions dans la métallurgie. On a une usine de métallurgie dans le Nord. On est essentiellement basé sur Paris, région parisienne, mais comme je vous ai dit à l'instant, donc on a aussi un client dans le Nord. Plumenbis, c'est un organisme de formation certifié Calliope, donc nous prodiguons des formations, notamment sur le management bienveillant, et ces formations sont finançables par les OPCO, et depuis début d'année dernière, je suis également consultante BPI France. Alors, je suis quelqu'un qui a horreur du gâchis en règle générale, quel qu'il soit. Du coup, je me positionne plutôt comme un passeur du changement, un facilitateur de la transformation pour rendre mes clients totalement autonomes. J'ai horreur du gâchis, mais j'ai horreur aussi de ce sentiment de captivité que l'on voit, que j'ai souvent constaté moi en tant que DRH, et ça c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc mon devoir en tant que Corinne, c'est vraiment d'accompagner mes clients pour qu'ils deviennent totalement autonomes, qu'ils y prennent du plaisir, qu'ils y voient aussi un développement personnel et un développement de leur organisation et de leurs collègues ou de leur personnel. Qu'est-ce que je fais pour cela? J'analyse avant d'agir, je mesure les capacités d'amélioration de mes clients avant de leur proposer des recommandations de plan d'action. Et ensuite, je les accompagne sur tout ou partie en fonction des expertises nécessaires
et également de leurs souhaits et de leurs priorités. Avant de démarrer notre webinaire, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous demander de m'éclairer dans le chat et de me dire en fait, de partager avec moi et avec les autres participants vos enjeux pour 2026 et surtout pourquoi vous avez choisi de rejoindre ce webinaire, qu'est-ce que vous attendez de moi aujourd'hui. Et je répondrai, je regarderai vos réponses évidemment au fil de l'eau et je répondrai à vos questions à la fin du webinaire. Pour peut-être que dans le webinaire, on aura déjà répondu aux questions qui seront posées ou je reviendrai sur des sujets. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez également des boutons de call to action, notamment un pour pouvoir me demander en fait de vous proposer un rendez-vous en face à face pour étudier éventuellement des sujets plus particuliers. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton pour me demander de vous recontacter. Sinon, évidemment, vous pouvez me contacter via LinkedIn ou via mon téléphone ou mes adresses email. Ce sera avec plaisir que j'échangerai avec chacun d'entre vous et en attendant que vous répondiez donc dans le chat, je vous propose un petit sondage. Donc, ce webinaire a 2 sondages et le premier, eh bien, le voici. Quelle est votre plus grande difficulté aujourd'hui? Alors, je vous propose quelques réponses. Donc, la même chose, hein, vous avez un call to action, un bouton de call to action. Vous pouvez directement répondre au sondage. Je crois que c'est sur la droite sur votre interface. Pardon. Donc, la question, quelle est votre plus grande difficulté aujourd'hui? Et donc, dans les réponses, est-ce que c'est attirer assez, donc le volume de candidats, attirer les bons profils, fidéliser les collaborateurs recrutés, ou bien améliorer votre réputation employeur? Alors, je vois que attirer les assez de candidats, en fait, il y a personne qui a répondu ça, et c'est plutôt très... Ah si, un petit peu. Non, en tout cas, c'est plutôt très bien parce que finalement, est-ce que c'est vraiment le volume de candidats qui est important? Donc, je ferme les votes que vous allez, donc vous allez recevoir le résultat et la réponse majoritaire, c'est attirer les bons profils. Dans un second temps, vous avez fidélisé les collaborateurs recrutés et amélioré donc la réputation employeur, excusez-moi. Ce sont des sujets que l'on va voir tout au long du webinaire. Donc, après le Covid, je vais partager avec vous là des chiffres en entrée en matière. Donc, après le Covid, on a tous les RH, on a constaté que le marché avait vraiment basculé. Puis finalement, il s'est rééquilibré, mais pas tout de suite. Juste après la pandémie, les candidats avaient clairement l'avantage. Il y a une très forte demande de recrutement, une pénurie des talents, dans certains secteurs en tout cas, la possibilité de l'offre, une offre en fait énorme. C'était ce qu'on a appelé à l'époque un marché orienté candidat. En 2025, donc l'an dernier, cette dynamique s'est transformée. Les entreprises recrutaient, certes, mais avec plus de prudence et de sélectivité, notamment en raison des incertitudes économiques. Et d'ailleurs, cette année, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Hayes, le cabinet Hayes vient de diffuser, de faire paraître une étude le 20 janvier, donc c'est vraiment très récent. Hier soir, j'ai vu aux informations à la télévision donc qu'il y avait plusieurs reportages sur les chiffres annoncés. Et donc cette étude, elle nous dit, pour le sujet qui nous intéresse, que 46% des entreprises françaises envisagent de recruter en 2026 contre 78% en 2024. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes proportions pour ces nouveaux postes, ces ouvertures de postes ou ce nombre de recrutements. Certaines autres analyses indiquent même que les entreprises ont repris progressivement l'avantage, donc ce sont ça des analyses de 2025, et notamment, elles ont repris l'avantage dans les recrutements de cadres et les recrutements stratégiques.
Elles font également moins de concessions sur les salaires ou les conditions imposées ou que voulaient imposer les collaborateurs. Donc on est désormais sur un marché plus équilibré. Le marché n'est plus simplement candidat centrique, comme juste après le Covid, il tend plutôt vers une situation plus équilibrée, voire légèrement favorable aux employeurs. Surtout dans un contexte d'incertitude économique qui se tend de plus en plus, enfin c'est tous les jours, entre ce que l'on lit, ce que l'on entend, ce que l'on vit, on voit vraiment cette tension socio-économique qui est même pas sous-jacente, qui est quotidienne, et donc qui ramène un petit peu plus vers vers l'employeur favorisé dans ce marché plutôt difficile. 62% des candidats refusent aujourd'hui une offre à cause d'une mauvaise réputation. Ça, c'est intéressant. Malgré le contexte économique aujourd'hui, la marque employeur forte réduit considérablement le coût d'une embauche, a priori de 43%. Alors, ce sont des estimations. Moi, j'ai pas estimé, j'ai pas fait moi-même le ratio, donc je pourrais pas vous certifier ce chiffre. Néanmoins, c'est un chiffre que l'on trouve classiquement dans les études. Ensuite, les entreprises qui soignent leur expérience collaborateur, attention, l'expérience collaborateur, elle démarre lors du recrutement, mais elle se poursuit tout au long de la vie du collaborateur dans l'entreprise. Et cette expérience collaborateur, elle est encore plus forte, on va le voir tout à l'heure, lors de l'embauche et de l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise. Et donc, les entreprises qui soignent leur expérience collaborateur verraient la fidélisation augmenter d'environ 28%. Donc, on est sur à peu près un tiers, un peu moins d'un tiers en faveur du travail de l'expérience collaborateur par les entreprises. Enfin, un petit dernier chiffre. 79% des candidats veulent ou vérifient l'image d'une entreprise avant de postuler. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. Qui ne va pas sur Glassdoor? Qui ne surfe pas sur les réseaux sociaux pour voir finalement l'image de l'entreprise, la vitrine de l'entreprise? Après, est-ce réel? C'est un autre point. Aujourd'hui, le marché du travail, donc on l'a vu, il est moins frénétique que dans les années post-Covid. Le besoin de recrutement en France a diminué. Hein, a priori, on est à presque moins 13% de projets par rapport à 2024. Le processus de recrutement est souvent plus long, plus sélectif. C'est pas forcément bien qu'il soit plus long, parce que ça peut aussi cacher des vices dans l'organisation elle-même ou être un mauvais message pour le candidat. Mais en tout cas, ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a plus d'entretiens, plus de vérifications. Ça illustre vraiment cette prudence accrue côté des entreprises. Et les jeunes diplômés, ça c'est un constat aussi que l'on peut faire, où les profils juniors rencontrent plus de difficultés à entrer sur le marché, tandis que des profils expérimentés, à ne pas confondre avec les profils seniors, restent très demandés dans certains secteurs tout au moins. Ça change la donne du candidat fort. Même si certaines industries peuvent toujours être hyper compétitif pour les candidats, le rapport de force s'est donc rééquilibré ou se rééquilibre progressivement vers une dynamique, je dirais, plus nuancée. Les attentes, ça c'est certain aussi, ont largement évolué des deux côtés et pas uniquement du côté des candidats. Alors les candidats bien sûr continuent d'avoir des attentes fortes sur le sens du travail, la flexibilité, l'expérience candidat, la culture de l'entreprise, enfin bref, des éléments stratégiques pour attirer les talents. Hein, donc il faut vraiment noter ces attentes. Mais du côté des employeurs, on observe une montée de stratégies sélectives et raisonnées dans les recrutements. Il y a plus
d'intérêt pour des pratiques comme ce qu'on appelle les skills-based hiring, donc le recrutement basé sur les compétences plutôt que sur le diplôme. Ça, c'est quelque chose de bien intéressant aussi, parce que ça ouvre des champs du possible. Et l'importance croissante de la marque employeur, même si c'est un terme, je vous l'accorde, que je trouve un petit peu galvaudé quand même. Et donc, cette image employeur est devenue, malgré tout, une véritable ou un véritable impératif pour attirer et retenir les talents. Beaucoup d'entreprises pensent qu'elles ne trouvent pas de candidats. Donc, on l'a vu, heureusement chez vous, a priori, c'est pas forcément le cas. La réalité, c'est qu'elles ne donnent pas forcément envie au bon profil de venir. Et ça, on l'a vu, vous étiez beaucoup plus nombreux à dire que finalement, l'un de vos enjeux, c'était de recruter les bons profils. On n'a pas besoin d'avoir 100 candidats qui correspondent pas forcément à l'offre d'emploi. On a besoin d'avoir quelques bons profils pour pouvoir satisfaire le besoin d'une organisation. Donc, le recrutement, ça commence bien avant l'annonce d'emploi. Il commence le jour où un candidat entend le nom de l'organisation. Et ça va forcément déclencher une émotion. Ça va générer quelque chose en lui. Ça va lui parler positivement ou négativement. L'image employeur, c'est pas un plus, c'est un facteur décisif dans le choix du bon candidat ou dans son refus de postuler évidemment ou d'accepter un job. Cela signifie qu'un bon recrutement ne se joue pas seulement dans la guerre des talents. Aujourd'hui, pour attirer, engager, fidéliser les bons profils, les entreprises doivent construire des parcours cohérents, une expérience candidat engageante et une marque employeur authentique. Authentique, je devrais le dire en gras. Alors, je ne sais pas comment le dire, mais authentique. C'est précisément ce que des approches comme la mienne, comme celle de Plumenvis, cherchent à soutenir. Aligner l'expérience externe, donc le recrutement, l'image, la vitrine, et ce qui génère les émotions, et l'interne, qui va générer l'engagement, et l'engagement pas sur du court terme, mais sur du moyen long terme. Réduire les frictions, donc qu'est-ce que je cherche aussi, moi, Corinne, à soutenir? C'est à réduire les frictions et à construire des relations durables avec ces talents. Bonne nouvelle, ça se construit. Et ça ne dépend pas d'un budget colossal, ça dépend d'une stratégie claire. On pense aussi parfois que l'enjeu, c'est d'attirer plus de candidats. On revient donc sur ce volume. Donc, en réalité, vous l'avez compris, le vrai problème, c'est pas le volume, mais c'est l'alignement. Et donc là, sur cette slide, vous pouvez voir que différents items, la difficulté, ou si les difficultés d'attraction, d'engagement et de fidélisation venaient d'un autre problème, et c'est-à-dire celui de l'alignement. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas attirer plus, il faut attirer juste. Le désengagement, post-embauche, lui, naît souvent d'une attente trompée. Et c'est extrêmement frustrant. Vous l'avez peut-être vécu vous-même, mais c'est excessivement frustrant finalement d'avoir accepté une offre qui ne correspond pas du tout à ce que l'on avait ressenti ou perçu de l'organisation. Il faut que l'image employeur soit également très claire et très juste par rapport à qui vous êtes. Plus l'image est authentique, plus l'entreprise va maximiser l'engagement, le taux de réussite de l'intégration donc du nouvel arrivant et de la performance. Alors j'imagine très bien que parmi vous, certains doivent se dire « Ouais, mais c'est enfoncer des portes déjà ouvertes ». On est d'accord. Néanmoins, il est toujours bon de se rappeler les bases. Une grande partie du désengagement, des ruptures rapides de contrat ou des difficultés de fidélisation vient souvent d'un simple, entre guillemets, décalage. Le candidat a vu une annonce, une image, s'est fait sa propre idée de l'organisation avec ses biais cognitifs. Nous avons tous des biais cognitifs.
tous. On peut pas me dire qu'on n'a pas de biais, c'est pas vrai. On en a tous. Et donc, cette idée que le candidat s'est faite de l'organisation, eh ben finalement, ça correspond pas à la réalité de la structure. Ou inversement, l'entreprise n'a pas su montrer ce qui la rend unique. Toutes les organisations, quelles qu'elles soient, sont uniques. Et c'est là où il va falloir travailler. Alors, résultat, quand on n'a pas un bon, un bon combo, eh ben, on va recruter des gens qui ne se reconnaissent pas dans la culture, qui ne s'intègrent pas finalement pleinement, qui s'engagent peu, et voire parfois qui repartent très vite. Et alors là, le coût pour les entreprises, pour les structures, devient majeur et surtout, enfin, c'est vraiment très très dommage. Pour moi qui ai horreur du gâchis, en plus de ça, c'est vraiment terrible. L'image employeur ne sert donc pas seulement à attirer, elle sert à attirer les bons profils, ceux qui veulent et ceux qui vont s'engager, s'intégrer, performer et rester. Autrement dit, une marque employeur claire, cohérente et alignée permet de résoudre les difficultés d'attraction, mais aussi celles d'engagement et de fidélisation qui vont venir après quand on va parler de parcours employé ou parcours collaborateur. Si l'image employeur est devenue si stratégique aujourd'hui, c'est parce qu'elle agit sur tout le cycle collaborateur. Elle influence la décision du candidat avant même qu'il ait lu la fiche de poste. Eh bien oui, on a tous entendu parler de Schmurz, de telle organisation, de celle-là qui performe, de celle-là qui licencie, de là où il y a une mauvaise ambiance, de là où ils font plein de trucs super sympas, des organisations en râteau ou plutôt très très hiérarchiques, etc., etc. Les talents ne cherchent pas seulement un emploi. Ils cherchent un environnement dans lequel ils vont se sentir alignés, dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. L'image employeur conditionne l'intégration. Quand on rejoint une entreprise, en sachant à quoi s'attendre, en partageant les mêmes valeurs, ben l'engagement il démarre naturellement plus haut et plus vite que si ce n'est pas le cas. Cette image employeur aussi, elle va renforcer la fidélisation. Le turnover vient souvent d'un décalage, je l'ai déjà dit, entre l'image perçue avant l'entrée et la réalité vécue après l'arrivée du collaborateur. Et l'image employeur cohérente, authentique et incarnée va limiter finalement tous ces risques. Je ne dis pas qu'elle les gomme, je dis qu'elle va limiter parce que on va avoir réfléchi en amont à ce que l'organisation est pour de vrai, qu'est-ce que l'on veut évidemment donner comme image à partir de cette vérité. Et donc, moi, ce que je déconseille toujours, évidemment, c'est de vendre du rêve. Je sais bien que en tant que RH, en tant que communicant, on essaye toujours de faire au mieux, mais il faut vraiment limiter la part du rêve, parce que de toute façon, derrière, ça générera de la frustration. Alors, c'est pour ça que, c'est pour toutes ces raisons, en fait, que l'image employeur n'est pas qu'un outil de marque. C'est un levier stratégique et c'est comme ça qu'il faut le voir parce qu'il va influencer directement à la fois l'attractivité, à la fois l'engagement et à la fois la fidélisation. Et derrière tout ça, je parle d'argent, je parle de finances. C'est pas pour se faire plaisir. Un recrutement, ça coûte cher. Le turnover, ça coûte 4 bras. Et donc, alors, même, attention, même chose, je ne dis pas que on n'est pas content quand quelqu'un s'en va parce qu'il ne correspondait pas au poste. Les départs, il en faut, c'est sain dans une entreprise, ça renouvelle le vivier également des esprits, du personnel, de l'énergie. Recruter, ça amène une nouvelle énergie. Maintenant, attention au turnover qui peut être dangereux parce que perte de savoir-faire, perte de connaissance de l'entreprise, de l'ADN de l'entreprise, etc., etc. Donc, il faut avoir une juste mesure dans ce turnover et surtout savoir fidéliser et engager ses collaborateurs sur du moyen long terme.
Je ne sais pas si vous connaissez, aparté sur notre webinaire, cette courbe qui dit qu'en fait un collaborateur, pour qu'il devienne entre guillemets «rentable», excusez-moi pour ces mots un peu forts qui veulent bien dire ce qu'ils veulent dire, mais qui peuvent heurter certaines oreilles ou certaines valeurs. Mais classiquement, en ressources humaines, on dit qu'un collaborateur devient rentable pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'il a permis à l'organisation de d'absorber tous les coûts liés au recrutement, à savoir, ben, parfois on prend une agence, il y a du temps passé par les RH, par les porteurs en fait du recrutement, donc par les responsables de service quand il y en a, par les dirigeants, par ceux qui font les budgets, la formation, etc., etc. En fait, pour absorber tous ces coûts, il faut en règle générale 2 ans à 2 ans et demi, quel que soit le poste, que ce soit un poste ouvrier, que ce soit un poste de cadre, de commercial, ingénieur, peu importe. Hein, 2 ans, 2 ans et demi, c'est long, c'est beaucoup de temps. Donc quand les personnes arrivent et partent avant ces 2 ans, 2 ans et demi, ça veut dire que derrière, il y a une perte financière. Ben, c'est dommage, c'est dommage. Et par contre, arriver à 8-10 ans dans une entreprise, dans une organisation, les personnes plafonnent et ça ronronne. Donc leur engagement est moindre, leur performance est moindre. Et donc c'est là où l'équipe RH a vraiment un rôle à jouer dans un développement personnel permanent et dans une attractivité ou un relais à la marque fort qui doit être permanent. Donc c'était, excusez-moi, c'était une petite aparté, mais je pensais que c'était important en tout cas de partager cela avec vous. Alors je pense qu'on est tous d'accord, attirer plus de candidats n'a jamais été le vrai sujet. Attirer les bons candidats, c'est ça la clé. Et donc pour cela, moi je vous propose 3 leviers qui vont composer le socle de l'alignement. Je décomposerai chaque levier indépendamment après cette slide. Donc déjà, la communication authentique. Ça, c'est le point d'entrée. C'est la première impression qui doit finalement refléter votre réalité. Ensuite, on a une expérience collaborateur cohérente. Donc ça, c'est hyper important. Le mot cohérent est extrêmement important. Un candidat qui retrouve ce qu'on lui a vendu finalement lors de l'étape de recrutement, ben, ne se désengagera pas ou aura beaucoup plus non pas de difficultés, mais son engagement sera favorisé et beaucoup plus rapide. Il va s'intégrer beaucoup plus vite, mieux, et va rester plus longtemps, tout simplement parce qu'il aura finalement ce vécu qui collera à la promesse où il se sera, avant d'arriver, déjà projeté. Enfin, on a un management incarné. Alors ça, c'est super important aussi. Ce sont les managers qui transforment votre promesse employeur, donc la promesse du recruteur, en vécu au quotidien. Sans eux, sans les managers, eh ben, la meilleure stratégie de marque employeur va rester tout à fait théorique. Et ce sont ces 3 leviers qui vont créer un cercle vertueux: attractivité, engagement, fidélisation et au final, cette satanée performance que toutes les organisations recherchent, même dans le privé, dans le public, on attend cette performance de la part des collaborateurs. Et ça, moi, je le vois de plus en plus dans le monde public. On demande, dans les agences, dans les ministères, on demande une très très forte productivité et performance aux agents qui sont malheureusement assez souvent, voire peu considérés ou en tout cas malmenés par rapport à tout un tas de choses contextuelles. Alors le premier levier, eh bien, c'est une communication authentique pour attirer des candidats alignés. La communication employeur est souvent trop lissée. Ça, c'est quelque chose que je remarque. C'est souvent trop lissé, trop parfait, trop générique. On a tendance, c'est bien naturel, à aller voir ce que font les concurrents ou les pairs pour
définir notre communication employeur. Eh ben, en effet, peut-être qu'il faut s'en inspirer, mais il faut d'abord et surtout chercher ce qui nous rend, nous, en tant qu'organisation, unique. Et alors, le résultat de cette communication employeur, souvent trop lissée, eh ben, c'est qu'elle va attirer tout le monde. Qui n'a pas envie de rejoindre une entreprise où tout le monde s'amuse, s'éclate au niveau job, fait des super projets, ou a des super valeurs, où on peut faire du télétravail à gogo, enfin bref, peu importe, en fonction de ceux qui parlent à chacun d'entre vous, bah oui, c'est sûr que ça va attirer tout le monde. Sauf que ce tout le monde, c'est pas forcément ce ne sont pas forcément les bons profils. Les candidats recherchent de la transparence, de la cohérence et du vrai. Ça, c'est assez générique. Communiquer authentiquement va permettre d'attirer les personnes qui comprennent réellement votre ADN. Donc c'est pour ça qu'il faut être authentique et aller chercher vos vraies forces. Ça ne veut pas dire que vous n'avez que des forces. Où est-ce qu'on a vu une organisation idéale? Il n'y a pas d'organisation idéale. Comme il n'y a pas de personnalité magique, il n'y a pas de mouton à cinq pattes. Ça, on le sait tous. Les recruteurs, les dirigeants, on peut toujours le chercher, ce candidat absolument parfait et au-delà du parfait. Mais on ne se leurre pas, on essaye toujours de trouver le candidat idéal dans la meilleure mesure. Donc déjà, si ce candidat colle à l'ADN, eh ben déjà, on est au début de l'alignement. Un candidat aligné va forcément devenir un collaborateur engagé, si toutefois il n'est pas déçu. Donc, quand ce candidat aligné devient un collaborateur engagé, eh ben, ça va vouloir lui dire à lui qu'il a choisi finalement votre entreprise en toute connaissance de cause et qu'il a eu raison de la choisir parce que finalement, il vit au quotidien la promesse qui lui a été faite. Donc déjà, on est sur une relation de confiance. On construit la confiance dès le moment du recrutement. Le deuxième levier, une expérience collaborateur cohérente du recrutement à après l'onboarding. C'est toute l'expérience du collaborateur qui est impactée par cette cohérence. C'est la première partie immergée de l'iceberg. C'est là que la magie opère, ou disparaît évidemment. Si ce qu'un collaborateur découvre en arrivant ne ressemble pas à ce qui lui a été vendu ou à ceux qu'il a perçus avant d'entrer, eh ben on va immédiatement installer de la frustration, de la perte de confiance, du désengagement et un turnover rapide. À l'inverse, quand la réalité correspond à la promesse, l'intégration est plus fluide, l'engagement est plus fort et la fidélisation se construit naturellement. La cohérence, c'est le meilleur outil RH pour limiter les départs, avant même que les candidats ne rejoignent l'organisation. Donc c'est vrai, ça c'est vraiment la cohérence, la transparence, on va dire, c'est vraiment quelque chose de très très fort parce que ça, c'est le démarrage finalement de la construction de la confiance. Et cette confiance, elle s'entend sur le long terme. Le troisième levier, je vois zéro question dans le chat. N'hésitez pas à me poser vos questions, évidemment, ou sinon j'y répondrai donc à l'issue du webinaire. Le troisième levier, c'est un management incarné, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est la clé de l'engagement durable. Quand vous avez un leadership fort, finalement, toutes les équipes, tous les collaborateurs collent au leader, que ce soit un responsable d'équipe, que ce soit un dirigeant. Vous pouvez avoir la plus belle communication du monde si le management ne l'incarne pas au global, eh ben, tout s'effondre. Les collaborateurs ne jugent pas l'entreprise sur ses slogans, mais sur ceux qu'ils vivent tous les jours, au quotidien. Et ce qu'ils vivent passe par leur manager. Quand je dis manager, j'intègre toutes
type de manager dans une organisation. Ça peut être directement dans une petite entreprise, dans une petite organisation, ça peut être directement le dirigeant. Et donc, pour embarquer ces managers dans dans cette image de marque, finalement, eh bien, il faut les former. Les managers doivent impérativement être formés. Et s'ils sont formés, eh bien, formés au management. Hein, moi, je vois trop souvent, et je pense à un client qui a fait monter en compétences des super opérationnels. Donc, initialement, vous aviez la direction avec un bras droit, donc un président, un directeur général, la RH, et puis en dessous, vous aviez 70 collaborateurs. Alors évidemment, on dit oh, 70, bah ouais, soit 70. Et en fait, c'était la fusion de plusieurs structures qui avaient amené à ça. Mais et du coup, comme ça marchait pas, évidemment, on peut, on peut s'en douter. Ils ont passé des super opérationnels, ils les ont passés managers. Donc ça, c'est devenu des team leaders. Sauf que les personnes en question n'ont absolument pas été formées au management. Le management, je suis désolée, mais c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille. On a tous nos capacités à faire, et on a tous notre bonne volonté. Parfois, on croit que le management, c'est un truc fait pour nous. Eh ben, en vrai, quand on est sur le terrain, ça, j'ai eu une collaboratrice qui voulait absolument devenir manager quand j'étais DRH, qui m'a dit, ouais, je veux être manager, sinon je m'en vais. Elle était très, très bonne opérationnellement. Puis c'est vrai qu'elle avait une fibre un peu leadership. Donc, du coup, on l'a fait monter, en tant que manager. Au bout de 3 mois, elle me dit, ah, mais Corinne, moi, non, finalement, je veux revenir à mon poste d'avant. Le management, c'est pas pour moi. Ils me gonflent, ils me parlent tous de leurs problèmes. Je suis un pot à problème. Tout le monde vient là me dire oui, non mais le client truc, mais je veux pas, je veux redevenir opérationnel. Ah ben ouais, mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible. À un moment donné, l'entreprise, elle peut pas faire du yo-yo avec les collaborateurs. Donc, de fil en aiguille, cette personne-là, pourtant, était accompagnée. Elle avait eu des formations managériales, mais elle s'est rendue compte que finalement, elle voulait pas. Donc, contrairement à l'erreur que j'ai accepté de faire avec l'aval de mon comité de direction, de basculer cette personne en tant que management, ben, il aurait peut-être fallu réfléchir à d'autres solutions pour lui faire, entre guillemets, goûter le management avant de la basculer en tant que manager et de nous mettre tous dans une situation préjudiciable. Si je reviens à mon client, eux, en fait, au début, ils les ont pas accompagnés. Sauf que les pauvres, ils étaient 8, sauf que les pauvres team leaders, ils se sont mis à pédaler dans la semoule et à dire au secours, on n'y arrive plus, on ne sait pas comment faire. Et donc, un an après, ils ont mis en place une formation managériale. Et donc, ils se sont adressés à Plumanis pour mettre en place cette formation managériale. Et durant la formation, qui est extrêmement pragmatique et opérationnelle, ils ont tout de suite utilisé des outils pour manager leurs équipes. Ce qui fait qu'ils ont gagné en confiance sur leur propre capacité à être manager et les équipes se sont senties rassurées par rapport à ce que leur proposait de nouveau leur manager. Donc la formation des managers, au final, ça va être moins de tension, une meilleure communication, un climat social beaucoup plus sain, un engagement bien supérieur des équipes et un turnover également réduit parce qu'en fait, les managers formés ont la mesure de tout ça, ont la compréhension de tous ces enjeux. Donc, autrement dit, le management, c'est la continuité naturelle de votre marque employeur. Le moment où la promesse devient réalité. C'est une espèce, pardon, de déclencheur, c'est pas, on n'est plus dans la vitrine, on n'est plus devant la vitrine, on est derrière la vitrine, dans le quotidien, et on s'aperçoit que tout ça, c'est pour de vrai, et en plus de ça, la gouvernance de l'entreprise va dans le sens de ce que l'on nous a vendu. Alors, je vais partager avec vous quelques cas que moi je trouve en tout cas inspirants et qui sont des PME françaises qui ont gagné grâce à l'alignement de l'image interne et de l'image externe.
Donc je vous ai parlé de la société en fait qui est une ESN et au final, cette formation management les a amenés à refondre totalement leur processus d'onboarding. Donc pas le recrutement, mais parce que pour l'instant on n'est pas arrivé à ce stade-là, mais on a refondu complètement tout le processus d'onboarding. On a clarifié les valeurs et surtout, les managers ont bénéficié, au-delà de la formation, d'un coaching individuel. Donc, les 8 team leaders ont bénéficié d'un coaching individuel sur tout ce qui est prise de parole en public, feedback, écoute active. Je vous promets que, et vous le constatez certainement, peut-être sur le terrain en tout cas, le feedback, c'est pas un truc naturel. Euh, Faire du feedback constructif, j'enlève positif, j'enlève négatif. Faire du feedback, c'est amener à quelque chose de constructif. Et donc, le feedback constructif, c'est pas quelque chose de naturel. Moi, très souvent, je vois des dirigeants, soit ils disent rien, soit ils disent bah, vite fait entre deux portes, soit ils amènent quelqu'un, le collaborateur, au déjeuner, et puis ben en même temps qu'on déjeune, on fait le feedback. Non, bah, tout ça en fait, c'est pas des feedbacks. Moi, je disais très très régulièrement dans mon dernier rôle de DRH, je disais au président, je lui disais, tu n'es pas légitime de dire aux collaborateurs que ce qu'ils font n'est pas bien si tu n'es pas capable de leur dire quand c'est bien. Et quand c'est bien, tu dois légitimer le fait que tu dis que c'est bien. Il faut dire pourquoi, il faut le partager. Et quand c'est pas bien, en fait, il faut trouver une solution et c'est pas à toi, en tant que manager, de trouver la solution, c'est au collaborateur de te dire comment il va faire pour que la prochaine fois, ce soit mieux fait. Pas idéalement fait, mais pourquoi, comment il devra faire pour que ce soit mieux fait. Ça ne veut pas dire que le responsable, que le manager ne peut pas guider la réponse. Mais si c'est une réponse toute faite, la prochaine fois, je veux que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, ben en fait, le collaborateur, il est bêtifié et du coup, il ne s'approprie pas la solution pour progresser. Et donc, par rapport à notre client, là, le SN en région parisienne, le résultat, c'est un turnover divisé par 2 en 18 mois, moins de tension au niveau du climat social, et plus de candidatures issues directement de la cooptation, parce que les collaborateurs se sentent bien, donc du coup vont faire de la cooptation sur sur leur propre réseau. Je voulais vous partager aussi d'autres cas. Hein. Le Mailleux, c'est une PME dans le textile qui est dans les Hauts-de-France. Eux, en fait, ils se sont attachés par rapport à leur image employeur, ils se sont attachés à plutôt de la transparence interne et à la mise en place de rituels de partage qui vont créer une très très forte cohérence sur du vécu et de l'exprimer. Et alors, qu'est-ce que eux, ça va générer? Donc, en fait, cette transparence et ces rituels de partage, évidemment, ils les mettent en valeur dans leur communication externe, dans leur marque employeur, dans le travail de l'image de marque. Et ben eux, ça a généré en fait à peu près 30% de plus en termes d'engagement et une attractivité locale renforcée. Michel et Augustin, donc qui ne connaît pas Michel et Augustin, donc une PME dans l'alimentaire, eux, ils ont beaucoup misé sur la communication interne qui colle également à la communication externe. Alors attention, on ne peut pas dire à l'extérieur ce que l'on dit, tout ce que l'on dit en interne. Attention aux supports de communication, attention aux messages et à tout ce qui peut être interprété aussi. Néanmoins, Michel et Augustin, ils ont vraiment essayé de faire coller leur image employeur avec le travail de la communication externe. Et alors là, le résultat est assez intéressant aussi, c'est qu'ils ont obtenu des candidats extrêmement ciblés, naturellement alignés avec la culture joyeuse et créative de la marque. Et donc là encore, ça a généré du positif. My Little Paris, moi,
dans l'une de mes expériences précédentes, j'ai été, enfin, on était juste à côté à Barbès, dans Paris, à Barbès-Rochechouart. On était vraiment voisins, en fait, de l'entreprise dans laquelle je travaillais, était voisine de My Little Paris. Et My Little Paris, en fait, ils ont eu de très très gros soucis, notamment parce qu'ils employaient énormément de stagiaires. Et ils leur demandaient, mais des choses en dehors de, en dehors de l'entendable. Euh, il est considéré comme des salariés lambda pressurés. Néanmoins, en fait, le secteur d'activité de My Little Paris étant tellement sympa que les jeunes fondaient sur cette entreprise qui avait vraiment pignon sur rue. Et en fait, quand My Little Paris a été repris par Au Féminin, par le groupe Au Féminin, là, en fait, il y a un travail qui a été fait et ils ont travaillé sur tout ce qui est rituel culturel, storytelling interne, etc., etc. Et donc, le résultat, c'est qu'ils ont réussi à attirer les candidats par affinité. Donc, avoir finalement des candidats déjà plus en adéquation avec leurs besoins, donc peut-être moins de personnes, mais beaucoup plus en appétence et en adéquation avec ce qu'est My Little Paris et ce qu'ils veulent devenir. Et le recrutement finalement a été beaucoup plus fluide et plus qualitatif parce qu'ils avaient des problèmes en effet de qualité de recrutement, d'où en fait toute cette désescalade ou cet effondrement dans les comportements, alors que vraiment, pour les avoir connus de très très près, les fondateurs de My Little Paris sont des gens vraiment super chouettes. Alors, ce qui est frappant en fait dans les exemples que je vous ai cités, c'est que la réussite ne repose jamais sur des budgets énormes. Ça repose essentiellement sur la cohérence, sur de la fédération, sur des actions internes. Toutes ces entreprises ont fait une chose simple mais déterminante. Elles ont aligné ce qu'elles disent, ce qu'elles montrent et ce que les équipes vivent réellement. Et donc le résultat, c'est qu'elles attirent naturellement des candidats déjà compatibles et donc plus engagés, mieux intégrés, etc., etc. Donc ça, c'était pour vous donner quelques exemples de choses qui peuvent se faire sur la marque employeur, qui sont relativement simples et qui ne demandent pas des budgets de dingue. Si on se pose la question du lien entre image employeur, engagement, fidélisation et performance, l'image employeur n'est que le premier maillon de la chaîne, mais lorsqu'elle est clarifiée et cohérente, elle va attirer naturellement les bons profils, ces satanés bons profils, ceux qui se reconnaissent dans vos valeurs, dans votre style de management et dans votre environnement. Ces talents, parce qu'ils sont alignés, s'engagent plus vite, plus fort, restent plus longtemps, je vous l'ai déjà dit, et c'est pourquoi la marque employeur, donc l'image employeur, la communication employeur, n'est pas un outil marketing, ou n'est pas qu'un outil marketing, parce que ça reste quand même un outil marketing, c'est un outil de performance stratégique globale. Les pièges qui nuisent à l'attractivité et à la fidélisation. Les erreurs à éviter, sont celles qui cassent finalement l'alignement. Les candidats ne cherchent pas l'entreprise parfaite parce que finalement, ça n'existe pas une entreprise parfaite. Ils vont chercher une entreprise sincère. Et trop souvent, l'image employeur va casser l'engagement parce qu'elle n'est pas alignée avec le vécu. Une promesse trop belle, trop vague, trop inspirée des concurrents, finit toujours par se retourner contre soi. Votre meilleure communication, c'est celle qui reflète vraiment qui vous êtes. Un petit sondage, hop, et puis on arrivera quasiment à la fin de notre webinaire. J'ouvre le sondage pour voter. Pour 2026, quel est votre plus gros chantier? Donc, si vous voulez bien répondre également donc dans le vote, est-ce que c'est revoir votre communication employeur? Est-ce que c'est améliorer l'expérience collaborateur et onboarding? Est-ce que c'est former et aligner les managers? Est-ce que c'est clarifier votre culture
finalement et vos enjeux opérationnels, renforcer l'engagement et la fidélisation ou bien travailler la cohérence interne-externe. Et tous ces points, finalement, ce sont ceux qu'on a vus précédemment. Ça va être déterminant pour votre feuille de route de l'année. En fonction de ce que vous aurez, ce que vous avez répondu, je ferme les votes. Vous voyez donc là, il y a 50% d'entre vous qui avaient répondu revoir notre communication employeur. Eh ben, il va falloir vraiment se repositionner, se reposer finalement les bonnes questions avec tous ces items-là. Je vous ai fait un petit, moi j'appelle ça un slide bonus. En fait, je vous ai partagé et vous avez aussi un bouton de call to action pour télécharger une fiche mémo. J'aime bien vous faire des fiches mémo à chaque fois que je donne un webinaire. C'est une fiche mémo qui finalement reprend l'intégralité de ces 10 points. Hein, c'est les 10 actions simples pour booster votre image employeur. Servez-vous de ça, téléchargez la fiche si vous le souhaitez. Si vous n'y arrivez pas, dites-le moi, mais vous avez un bouton pour le faire. Donc, en principe, vous devriez pouvoir y arriver. Donc, 10 actions simples pour booster votre image employeur qui sont là. Ce sont des actions simples, réalistes, qui ne demandent pas des milliers d'euros. Juste un peu de méthode, de sincérité et de cohérence. Ce sont des actions qui fonctionnent parce qu'elles vont créer cet alignement dont on parle depuis le début du webinaire. Donc, je vous laisse apprécier la fiche mémo et cette slide. Évidemment, les slides sont téléchargeables comme à chaque webinaire donné par Plume & Biz. Et donc, pour conclure, attirer les bons profils, ce n'est pas séduire, c'est être clair, cohérent et aligné, c'est dire la vérité. Les entreprises qui réussiront cette année seront celles, à mon avis, qui vont savoir qui elles sont, qui vont savoir ce qu'elles offrent, ce qu'elles proposent, qui vont savoir le démontrer, le montrer et le démontrer, et également le faire vivre au quotidien. Donc, l'image employeur, c'est pas uniquement une vitrine, c'est un pilier stratégique qui va influencer l'attraction, donc l'attractivité, l'attraction, l'engagement, la fidélisation, la performance durable. Et si cette année devenait l'année où vous attirerez enfin les bons profils, si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'ils vont reconnaître vraiment dans votre entreprise, l'entreprise dans laquelle ils ont envie de s'engager. Et c'était mon mot de la fin. J'espère avoir répondu à vos attentes. Alors, je ne sais pas si c'est mon chat ou quoi, j'ai aucune question. Donc, j'espère vraiment avoir répondu à vos enjeux en me rejoignant aujourd'hui. J'espère que vous serez satisfait de ce webinaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire à notre prochain webinaire sur le stress et la performance. La semaine prochaine. Et puis arrive très très vite le 13 février avec un prochain webinaire sur la productivité et les process. Et en février également, donc améliorer l'environnement de travail pour booster la productivité. Donc sur notre chaîne Webikao, vous avez tout notre programme jusqu'au mois de mars, me semble-t-il. N'hésitez pas également à me noter, c'est très important pour moi. Faites-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous améliorerez, ce que vous avez apprécié dans ce webinaire, si le webinaire vous a été utile aussi. N'hésitez pas à utiliser tous les boutons de call to action que vous avez sur votre interface pour demander évidemment que je vous recontacte et pour télécharger la fiche mémo. Télécharger la présentation également. Et en tout cas, je vous remercie encore pour votre présence à notre webinaire. Et je regarde s'il y a... Merci Eliman, merci beaucoup, c'est un très joli prénom. Merci Émilie, merci Chloé. J'espère vraiment que je avoir pu en tout cas vous aider dans votre quotidien professionnel. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et de vous retrouver prochainement lors d'un prochain rendez-vous, un prochain webinaire. Merci à vous tous. Il n'y a toujours pas de questions. Hop,
Merci Myriam, merci Audrey. À très bientôt, merci à vous et eh bien écoutez, bon appétit et bonne fin de semaine ou bonne semaine, on est en milieu de semaine. À bientôt, merci à vous. Au revoir.